Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-course du Tour d'Espagne qui s'élancera le week-end prochain de Monaco. Alors ici, dans cette vidéo, je ne ferai que la partie parcours de l'avant-course. Je garde la start list et les favoris pour la semaine prochaine quand on y verra un petit peu plus clair côté partant et non partant. Et donc, concernant le parcours de la Vuelta 2026, eh bien, après très rapide analyse, après avoir regardé la macroscopie de ce Tour d'Espagne et le profil des étapes plus en détail, pour moi, il y a deux mots-clés qui caractériseront cette Vuelta 2026. C'est chaleur, avec bien sûr là-dessus un point d'interrogation, et grimpeur. Alors chaleur, bon, sur le papier, avec les canicules qu'on se sera mangé cet été et avec la moitié des étapes qui se feront dans le sud de l'Espagne, j'avoue que j'étais très inquiet pour les coureurs à une semaine du départ. Mais bon, la tendance météorologiquement est plutôt, on va dire, a priori favorable. Les coureurs devraient avoir des températures au mois de septembre bien plus tolérables qu'au Tour de France ce mois de juillet. Et donc, concernant la difficulté de la Vuelta 2026, ce devrait être une édition marquée bien plus par ses profils d'étapes que par les conditions météorologiques. Même s'il faudra bien sûr suivre un petit peu comment les températures vont évoluer jour après jour. Concernant les profils d'étapes, on y vient tout de suite. Je vous le dis d'entrée de jeu, j'ai rarement vu un grand tour aussi exigeant dans l'ère moderne. Il y aura au global, je crois, un petit peu moins de 60 000 mètres de dénivelé répartis sur 21 jours de course. Et puis surtout, il y aura extrêmement peu de terrain d'expression pour les rouleurs et les sprinteurs. Mais ça, on va le voir tout de suite et ensemble au fur et à mesure. Alors, le grand départ se fera de Monaco samedi prochain pour un petit prologue de 9 km 400. Prologue à la fois technique et explosif, avec pas mal de relents sur une distance forcément très courte. C'est une étape qui conviendra aux rouleurs, même si là, attention, les punchers rouleurs auront leur mot à dire sur ce type de parcours, sur un tracé qui demandera de jouer du dérailleur avec toutes les relances réparties sur 9 km 400. Concernant les gars du général, il y aura, je pense, très peu d'enseignements à tirer de ce prologue, même si les purs grimpeurs auront la mission de ne pas perdre plus de 30 secondes sur la concurrence directe. La deuxième étape, l'étape de Manosque, les coureurs auront là tout de suite l'étape déjà la plus longue de cette Vuelta avec 214 km pour 3000 mètres de D+. Ce sera d'entrée de jeu une étape très exigeante pour les corps. Et un sprint en petit comité sera, je pense, attendu au terme de cette étape. Les sprinters punchers devraient y avoir leur première chance. Sinon, auquel cas, les baroudeurs pourraient également tout à fait venir surprendre le peloton. La troisième étape, là, histoire de bien rester en tension, les coureurs auront directement la saveur d'une première arrivée au sommet. 174 km pour 2600 mètres de D+. Cependant, c'est une étape dont je n'attends pas des monts et merveilles, malgré le fait que ce soit la première arrivée au sommet. Effectivement, je trouve qu'il y a aucun dénivelé avant de grimper vers Font-Romeu. Les pourcentages de la dernière ascension ne seront pas délirants. Et donc, je vois sur cette troisième étape une arrivée en petit comité se faire au sommet de Font-Romeu. Ou bien peut-être, auquel cas, comme sur la deuxième étape de Manos, avoir peut-être des baroudeurs anticiper l'arrivée d'un petit peloton. Quatrième étape, là, en revanche, on va avoir droit à une étape qui pourrait être l'étape la plus spectaculaire de ce Tour d'Espagne. Rien que ça, 105 km, seulement 105 km, mais 3000 mètres de D+, avec 4 ascensions répertoriées sur le tracé. Ce sera, je trouve, une étape bazar. Je m'attends là à un beau chantier entre les différents prétendants au général. Et je pense que ce sera une étape à regarder du kilomètre 0 jusqu'à l'arrivée, parce que ça devrait y envoyer dans tous les sens. Et ce sera pour moi, bien sûr, la première étape majeure pour les gars jouant le classement général. La cinquième étape, les coureurs redescendront enfin en tension avec 173 km pour 1700 mètres de D+. C'est une étape qui devrait sourire aux sprinters. Maintenant, sur cette cinquième étape, méfiance. Le dernier tiers de course sera vraiment
sera vraiment salaud pour les hommes rapides. Et il faudra rester bien alerte dans la dernière heure de course pour ne pas se faire piéger et pouvoir disputer une victoire d'étape entre pur sang à l'arrivée. 6e étape, là, je dis attention, sur le papier, c'est une étape à l'avantage des baroudeurs ou des punchers avec ses 177 km et ses 3000 mètres de D+. Mais le dernier talus, le Puerto El Bartolo, je m'en méfie comme de la peste. La route sera étroite, les pourcentages moyens seront exigeants, il y aura une portion non asphaltée, le sommet sera à 20 km de l'arrivée. Attention, là, ce sera une très grosse étape piégeuse de ce Tour d'Espagne. Et je pense qu'un certain champion du monde slovène pourrait tout à fait mettre tout le monde à l'amende sur un terrain beaucoup plus dur qu'on ne l'imagine. Donc, à voir, mais ça peut être une deuxième étape clé de ce Tour d'Espagne après la très courte 4e étape d'Andorre. Le lendemain, la 7e étape, les coureurs auront 150 km à digérer pour 3600 mètres de D+. Cette étape-là sera destinée pour les grimpeurs. Les gars du général pourront s'y expliquer, même si je n'imagine pas de gros écarts se dessiner dans le final. Des baroudeurs pourraient donc tirer leur carte du jeu sur cette 7e étape. Sinon, je vois bien, on va dire à l'image de l'étape de Font-Romeu, de la 3e étape de Font-Romeu, un petit groupe venir s'expliquer là-haut pour une arrivée entre 10 à 20 coureurs. La 8e étape, ici, les sprinteurs retrouveront un terrain à leur avantage. Il y aura bien une dernière bosse pour fâcher les hommes rapides à 35 km de l'arrivée. Mais bon, les pourcentages ne seront pas excessifs. Il y aura la distance après pour remettre potentiellement de l'ordre dans le peloton. Et donc, un sprint sera attendu au terme de cette 8e étape. Et puis enfin, pour conclure la première semaine de course, les coureurs auront le droit à une nouvelle explication entre grimpeurs dans l'Alto de Aitana. Ascension longue et difficile. Ce sera, j'en suis sûr, cette 9e étape, l'étape reine de la première semaine avec ses 5000 mètres de dénivelé positif. Et là, à coup sûr, il y aura de beaux écarts entre les gars du général et on y verra tout de suite très net après seulement une semaine de course. Première semaine de course qui, sur le papier, dressera tout de suite la hiérarchie claire de ce Tour d'Espagne, puisque de mon point de vue, il y aura déjà eu 4 étapes propices à des écarts, avec la très courte 4e étape d'Andorre, la 6e étape très piégeuse du Puerto El Bartolo, et les 2 étapes pour pur grimpeur, la 7e de Valdelinares et la 9e d'Aitana. Ensuite, la 2e semaine de course devrait un petit peu adoucir le ton de cette Vuelta. On peut imaginer que ce sera une 2e semaine un petit peu plus à l'avantage des attaquants dans la mesure où le classement général devrait être bien établi après une semaine de course. La 10e étape, par exemple, sera, je pense, 100% à l'avantage des baroudeurs. 185 km, 2700 mètres de D+, les attaquants devraient se faire plaisir sur cette journée, tandis que derrière, le peloton et les favoris du général devraient prolonger leur récupération au lendemain de la première journée de repos. La 11e étape, malgré les finales en dents de scie, je pense que les sprinteurs auront l'occasion de se jouer la victoire sur une étape courte de 150 km avec un dénivelé plutôt moyen, 1500 mètres de D+. La 12e étape, ce sera le retour en force des grimpeurs avec un profil très exigeant dans son final. 13 km 100 à 7,2% de moyenne, puis 6 km 600 à 9% de moyenne. Étape potentiellement animée par les gars du général. La 13e étape, ce sera là le terrain des baroudeurs. 193 bornes, 3300 mètres de D+. Même si le final sera roulant, ce sera une échappée de costaud qui devrait avoir sa chance à l'arrivée. Parce qu'il faudra quand même avoir de très bonnes jambes pour sortir en début d'étape. Ensuite, les gars du général se retrouveront sur les pentes de la Sierra de la Pandera pour la grosse explication de la 2e semaine de course. Ce sera une 14e étape courte mais difficile avec ses 155 km et ses 4100 mètres de D+. Ce sera le rendez-vous, le très grand rendez-vous des grimpeurs en 2e semaine. Et puis, pour boucler la 2e semaine de course, on finira sur une note une nouvelle fois propice aux attaquants avec une 15e étape très punchy du côté de Cordoue. 190 bornes, 2800 mètres de D+. Les baroudeurs s'y feront, j'en suis sûr, plaisir.
Donc, dans l'ensemble, cette deuxième semaine de course sera bien à l'avantage des baroudeurs avec 3 belles occasions sur les 10e, 13e et 15e étapes. Pour les gars du général, encore une fois, il faudra regarder du côté de la 14e étape avec le final vers la Sierra de la Pandera. Pour conclure cette Vuelta, la dernière semaine se fera, elle, crescendo. D'abord, il y aura 2 étapes favorables aux sprinters. Une 16e étape un peu casse-patte au début, mais potentiellement contrôlable dans son final. Je dis potentiellement contrôlable parce qu'il faudra faire un petit peu l'état des lieux avant cette étape pour visualiser au mieux le scénario de cette 16e étape. Et puis il y aura une 17e étape encore plus à l'avantage des sprinters du côté de Séville, avec seulement 900 mètres de dénivelé positif répartis sur 185 bornes. Et enfin, pour terminer, ce sera place à un dernier triptyque d'étapes pour se jouer et entériner définitivement le classement général de la Vuelta. La 18e étape, il y aura le chrono de Jerez de la Frontera, chrono plat et moyennement long, 32 km 100. Ce sera un chrono de spécialistes, très moyennement technique, avec de longues lignes droites. Et il faudra juger de la start list au départ de cette étape pour dégager un rouleur favori. Côté général, bien sûr, beaucoup de grimpeurs seront à risque, mais là encore, on y verra plus clair à la veille de ce chrono. La 19e et la 20e étape seront une dernière avalanche de dénivelé. La 19e étape, ce sera 210 km pour 4000 mètres de D+, avec une dernière très longue ascension de près de 20 bornes. Et puis, la 20e étape, ce sera 187 km pour 4850 mètres de D+. Et je pense que ce sera là l'étape la plus exigeante de cette Vuelta, aux côtés de la 9e étape d'Aitana. Donc là, en principe, je ne pense pas me mouiller en disant que le général sera très bien dessiné après 3 semaines de course bien difficiles. Et pourtant, eh bien, le dernier jour, les organisateurs ont décidé de nous pondre une dernière étape à la Tour de France 2025-2026. Alors bien sûr, il n'y aura pas de but de Montmartre, mais nous aurons, sur la dernière étape de la Vuelta cette année, l'Alhambra de Grenade. Magnifique Alhambra de Grenade que les coureurs devront aller chercher à 4 reprises. Ce sera d'ailleurs, je pense, une dernière étape champagne digne des 2 dernières arrivées du Tour de France. Alors, si on dresse le bilan de ce parcours, comment dire, les grimpeurs sont aux anges, les sprinteurs se sont fait enfler. Alors, les sprinteurs, sur le papier, comme ça, il y a bien 6 étapes qui seront dans leur corde, mais la 2e étape de Manosque, 214 km, 3000 mètres de D+. Bon, merci du cadeau côté sprinter, mais il faudra bien digérer le dénivelé pour espérer se disputer la gagne sur la 2e étape. La 5e étape, en théorie, ça doit le faire pour les sprinters, mais c'est pas non plus un cadeau que le dernier tiers de course. La 8e étape, là encore, ça doit le faire, mais là encore, les sprinters auront une petite épreuve à 35 bornes de l'arrivée. Ça laisse donc, en vérité, 3 occasions franches pour les sprinters. La 11e étape de Lorca, avec encore, une nouvelle fois, un petit talus dans le final. Puis 2 chances en 3e semaine, la 16e et la 17e étape. Sauf que là, faudra juger et jauger des forces en présence en 3e semaine. Et par exemple, si je prends l'exemple de la 16e étape, cette étape pourrait tout à fait échapper au peloton si ça part massivement côté baroudeur en début d'étape. Donc, bien évidemment, cette Vuelta 2026 n'est pas du tout taillée pour les purs sprinters. Très logiquement, sans surprise, aucun pur sprinter ne devrait faire le déplacement la semaine prochaine du côté de Monaco. Et on en reparlera bien sûr dans quelques jours lorsqu'on fera la start list de cette Vuelta 2026. Mais côté homme rapide attendu au départ de cette Vuelta, la tendance semble très claire. Ceux qui feront le déplacement seront des couteaux suisses rapides, mais d'abord très à l'aise dans le dénivelé, du type Wout van Aert et autres Mats Pedersen. Côté grimpeur, là, à l'inverse, il y aura absolument full des conséquences de l'avalanche de dénivelé. J'ai compté, près de 10 étapes à l'avantage des purs grimpeurs et des punchers. Que ce soit, bien sûr, pour les grimpeurs jouant en général, mais aussi pour les grimpeurs baroudeurs, il y aura absolument tout le long de la Vuelta des parcours à leur avantage, et ils vont se régaler. Pour les rouleurs, là, un petit peu à l'image des sprinters, leur chance devrait se résumer aux 2 chronos.
le prologue explosif de Monaco et davantage, je pense, le chrono de Jerez de la Frontera à la 18e étape. Et puis, dans l'ensemble, eh bien, je trouve que les grands gagnants du parcours de cette Vuelta 2026 devraient être les baroudeurs. On l'a vu, il y aura plein de tracés à leur avantage, notamment en deuxième semaine. Et puis surtout, eh bien, si on regarde la macroscopie de cette Vuelta 2026, avec une première semaine très exigeante qui dressera tout de suite un classement général net et avec la présence d'un Tadej Pogačar qui sera la valeur étalon de ce Tour d'Espagne et qui ne devrait pas courir après toutes les étapes, eh ben oui, effectivement, une fois passée la première semaine de course, je pense que les baroudeurs vont se faire très plaisir sur cette Vuelta 2026 et qu'il y aura bien une dizaine d'étapes à aller se jouer entre fuyards. Voilà, donc ça, c'est l'idée globale que je me fais du parcours de cette Vuelta 2026. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur ce tracé très exigeant, très intense et surtout très régulier en termes de dénivelé. On s'en parle comme à chaque fois sous la vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour cette fois parler de la start list qui sera très intéressante, très intéressante côté grimpeur. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.